Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, on va partir ensemble pour un voyage un peu particulier. Pas au Japon, pas en Chine, mais dans un endroit où les chemins de poussière croisent la sagesse des temples Shaolin et où un simple silence peut changer le destin d'un homme. Parce que cette semaine, on plonge dans une série qui n'a ressemblé à aucune autre. Un western spirituel, un conte philosophique, un récit initiatique perdu dans l'Ouest américain. Une série qui a marqué toute une génération et qui continue de nous parler aujourd'hui. Tu l'auras sûrement deviné aujourd'hui, on va parler de Kung Fu. Alors, comme à ton habitude, installe-toi confortablement car on va entrer dans un univers où chaque geste compte, où la violence n'est jamais la première réponse et où les maîtres enseignent autant avec un regard qu'avec un mot. Avant de rentrer dans l'histoire de la série et tout ce qui l'entoure, j'aimerais qu'on prenne un instant pour parler des personnages principaux parce que, ce sont eux qui donnent vraiment une âme à cette série. Évidemment, on commence par le héros, Kwai Chang Caine, incarné par David Carradine. Caine, si tu veux, c'est l'archétype du héros calme, presque éthéré, un homme qui marche entre deux mondes, l'Orient, qu'il a formé, et l'Occident qu'il traverse sans jamais vraiment lui appartenir. Ce qu'il définit, ce n'est pas la puissance de ses techniques, mais sa douceur, sa compassion, sa manière de regarder la violence droit dans les yeux sans jamais s'y abandonner. Caine, c'est un moine, un fugitif, un justicier malgré lui, mais surtout un homme qui cherche à rester fidèle à ses maîtres, même dans un monde brutal. Et justement, ces maîtres, ils sont au cœur de l'identité de la série. Ensuite, tu as Maître Po, le maître aveugle, joué par le légendaire Keyiluk. C'est lui qui offre à la série sa sagesse, ses paraboles, ses leçons temporelles. C'est lui qui surnomme le jeune Caine Petit Scarabée, une image devenue mythique dans la pop culture. Po, c'est plus qu'un guide, c'est la conscience de Caine, celle qui revient dans les moments de doute et qui lui permet de rester sur son chemin. Je vais me permettre de faire un petit aparté. J'ai fait un épisode sur le frelon vert dans lequel je parle du légendaire Keyiluk. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller y faire un tour. Fin de l'aparté. À ses côtés, tu vas aussi trouver Maître Kan. Lui, il représente la rigueur, la discipline, la rectitude. Kan enseigne la technique, la structure, la maîtrise du corps. Po enseigne l'esprit. Entre les deux, le jeune Caine forge son identité. Il y a aussi des flashbacks. Et dans ces flashbacks, on découvre le jeune Caine, interprété par Adam Spera. Sa naïveté, ses questions, ses hésitations rendent chaque leçon plus touchante. Le contraste entre ce jeune élève et le Caine adulte, sage et silencieux, crée une vraie profondeur émotionnelle. Et enfin, il y a la famille de Caine et principalement Danny Caine, qui est son demi-frère américain qu'il recherche tout au long de la série. Alors, Danny, il n'apparaît pas vraiment en fait, mais il représente, si tu veux, le fil rouge, la quête personnelle, l'ancrage humain dans un monde souvent froid et hostile. Et ces personnages, chacun à leur manière, construisent la colonne vertébrale de Kung Fu. Sans eux, la série ne serait qu'un western de plus, mais avec eux, elle devient un voyage initiatique, une méditation en mouvement et parfois même une leçon de vie. Pour comprendre Kung Fu, il faut d'abord replacer la série dans son contexte. Nous sommes en 1972 en pleine guerre du Vietnam et l'Amérique commence à s'interroger sur la violence et la spiritualité orientale. L'idée originale vient d'Ed Spielman, qui imaginait un western avec des éléments d'arts martiaux. Mais c'est Herman Miller qui va développer le concept avec cette idée géniale. Et si on prenait un moine Shaolin et qu'on le lâchait dans le Far West? Cette série, diffusée sur ABC d'octobre 1972 à avril 1975, comprend 3 saisons pour un total de 63 épisodes. Elle est devenue l'un des programmes télévisés les plus populaires du début des années 70, recevant des éloges critiques et un succès commercial. Elle a même remporté plusieurs Emmy Awards, notamment pour la réalisation et la photographie. À la base, Bruce Lee était pressenti pour le rôle principal.
Il avait même participé au développement du concept, il avait même écrit une ébauche de scénario pour ce qui devait s'appeler à l'époque The Warrior, le guerrier, centré sur les exploits d'un artiste martial dans l'Ouest américain. Mais certaines personnes à Hollywood avaient peur que Bruce Lee fasse trop chinois et que le public de l'époque n'arrive pas à comprendre son accent. Oui, c'est clairement du racisme, hein. Les studios ont finalement préféré David Carradine, un homme blanc, estimant qu'un acteur asiatique ne pourrait pas porter une série américaine. Une décision qui, avec le recul, paraît d'autant plus absurde quand on sait que Bruce Lee explosait déjà au cinéma à la même époque. Cette décision va d'ailleurs hanter la série toute sa vie, mais on y reviendra plus tard. Alors tu vas me demander, mais de quoi ça parle? Eh bien, on suit donc Kwai Chang Caine, un moine Shaolin, moitié américain, moitié chinois, qui fuit la Chine après avoir tué le neveu de l'empereur pour venger son maître. Il débarque dans l'Ouest américain des années 1870 en quête de son demi-frère Danny et erre de ville en ville. Tu vois, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'il y a une structure narrative à deux niveaux temporels. Dans le présent, on suit Kane dans ses péripéties western classiques, bandits, corruption, racisme, mais à chaque épisode, tu as des flashbacks qui nous ramènent au temple de Shaolin où le jeune Kane, surnommé donc comme je te l'ai dit, Petit Scarabée, apprend les leçons qui vont l'aider à résoudre les problèmes du présent. Alors ces flashbacks, qui ne sont pas juste décoratifs, ils créent une véritable philosophie de la série où chaque leçon du passé éclaire l'action présente. Et puis il y a aussi ce contraste permanent qui fait en fait tout le sel de la série. D'un côté, tu as la violence brute de l'Ouest et de l'autre, tu as cette approche zen, presque pacifiste. Kane, il ne cherche jamais la bagarre, c'est toujours la bagarre qui vient à lui et il essaye toujours de désamorcer les situations. Mais quand il doit se battre, eh bien, à chaque fois, c'est spectaculaire. Et tu vois, je me rappelle d'une séquence dans le premier épisode où tu vois Kane arriver dans une ville, s'arrêtant dans un saloon. Il commande un verre d'eau au barman, il prend dans une petite sacoche des herbes médicinales qu'il verse avant de boire. Alors, je vais pas te spoiler la scène, mais une bagarre éclate à cause d'un pecno alcoolisé qui ne supporte pas de voir, je cite, des jaunes, comme il le dit. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est de voir le calme, la sérénité dont fait preuve Kane face à cet individu empli de haine. Mais je ne t'en dis pas plus, regarde cette série et tu verras de quoi je veux parler. Il faut savoir que Kung Fu a vraiment révolutionné l'action à la télévision. Avant, les bagarres dans les westerns, c'était quelque chose de très basique, hein, coup de poing, coup de pied, coup de crosse. Là où tout d'un coup, on découvre des chorégraphies d'arts martiaux. David Carradine, il faut le reconnaître, il s'est vraiment investi dans le rôle. Il a appris les bases du kung-fu, du tai chi, d'ailleurs ça se voit, ces mouvements, cette fluidité, cette grâce qui tranche avec la brutalité habituelle des héros de western. La réalisation aussi était innovante. Les ralentis, les cadrages particuliers pendant les scènes d'action, tout ça on le doit à Jerry Thorpe et aussi à d'autres réalisateurs qui ont créé un langage visuel vraiment unique. Et puis le générique. Eh bien, le générique, c'est Jim Helms et David Carradine eux-mêmes qui ont composé, si tu veux, ce thème avec un mélange d'instruments à la fois orientaux et de musique western, et ça donne un rendu vraiment hypnotique. Et là où Kung Fu a vraiment marqué son époque, eh bien, c'est par son message. On est dans les années 70, rappelle-toi, hein. La contre-culture bat son plein, on s'interroge sur la violence, on cherche des alternatives spirituelles en pleine période hippie. Et voilà que débarque cette série qui prône la non-violence, la méditation, l'harmonie avec la nature. Alors, ces petites paraboles zen, ces leçons de sagesse, prends le caillou dans ma main, petit scarabée, comme le dit Maître Khan, est devenu aujourd'hui quelque chose de culte, mais au-delà de l'aspect parodique, eh bien, ça a vraiment introduit des concepts bouddhistes et taoïstes dans la culture populaire américaine. La série abordait aussi des sujets tabous pour l'époque et qui d'ailleurs sont toujours un petit peu épineux aujourd'hui, comme par exemple, eh bien, le racisme anti-asiatique, bien sûr, mais aussi la condition des Amérindiens ou l'exploitation des immigrants chinois. Et tu t'en doutes, Kane était souvent du côté des opprimés, des marginaux. Pour l'époque, c'était très progressiste pour une série qui était diffusée en prime time. Et puis, eh bien, il y a aussi cette question du métissage. Kane, il est métis,
il n'est pas totalement chinois, mais il n'est pas non plus totalement américain. Il navigue entre deux cultures, et c'est cette position d'entre-deux qui lui donne sa sagesse. Et ça, dans l'Amérique des années 70, c'était un message vraiment très fort. Bon après, il faut être honnête, Kung Fu n'est pas exempt de tout reproche. Le plus évident, eh bien, c'est le fameux Yellow Face de David Carradine, un acteur blanc qui joue un personnage asiatique avec des maquillages pour asiatiser ses traits. Aujourd'hui, ce serait tout à fait inacceptable, hein. Malheureusement pour l'époque, ça l'était moins. De plus, David Carradine, eh bien, à la base, c'était un danseur. Ce n'était pas du tout un pratiquant d'arts martiaux. Alors, même si c'est un petit peu entraîné, bon, bah, ça se voit quand même, hein. Et Bruce Lee, lui, de son côté, eh ben, il était quand même amer et on le comprend parce que non seulement on lui avait refusé le rôle qu'il avait contribué à créer, mais en plus, il voyait un acteur blanc récupérer sa philosophie martiale. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il appelait la série Kung Fui. En fait, Kung Fui, c'est un jeu de mots qui signifie en fait Kung Fu bidon, tu vois, et ça en dit long sur sa frustration. Après, il faut aussi reconnaître que la philosophie orientale de la série, elle est parfois, comment dire, elle est un peu édulcorée, tu vois. Elle est très new age, très accessible au public occidental. Elle n'est pas toujours fidèle aux sources. C'est un peu du bouddhisme ou du taoïsme prêt-à-porter. Et ben, tu vois, malgré tout, malgré les bonnes intentions antiracistes, la série n'échappe pas complètement aux clichés orientalistes. Kane reste souvent le sage oriental mystérieux et certains épisodes versent vraiment dans l'exotisme de bazar. Mais tu vois, malgré ses défauts, eh bien, l'influence de Kung Fu est vraiment indéniable. La série a popularisé les arts martiaux en Occident bien avant les films de Jackie Chan ou encore de Jet Li. Cette série a été aussi la première série télévisée américaine à traiter de la philosophie asiatique sous un jour positif. Elle a été également la première à présenter un héros asiatique qui était à la fois un meilleur combattant et une personne moralement supérieure. Alors, héros asiatique, dans l'histoire, hein, bien évidemment, l'acteur, lui, n'était pas asiatique, hein. À la télévision aussi, la série a ouvert la voie. Par exemple, les séries comme Walker Texas Ranger ou même les films Avatar lui doivent beaucoup. Cette idée d'associer action et spiritualité, c'est aujourd'hui devenu un classique, mais pour l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Alors, je vais te partager une petite anecdote. Dans le deuxième film de Kill Bill, au tout début, je ne sais pas si tu te rappelles de la scène où tu vois Uma Thurman qui est en train de répéter son mariage. Tu sais, elle est dans l'église là avec son mari, avec quelques témoins. Bon, tu entends le bruit d'une flûte à un moment. Donc tu vois Uma Thurman qui se retourne, qui se dirige donc vers l'entrée ou vers la sortie de l'église. Et il y a un homme dehors qui est assis sur un banc. Cet homme, donc, c'est Bill, qui est interprété par David Carradine, et la flûte qu'il utilise est la même qu'il avait dans la série Kung Fu. Là encore, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller écouter mon épisode sur Kill Bill. Au final, que retenir de Kung Fu? Alors, c'est une série contradictoire, produite de son époque, avec tous les défauts que ça implique, mais eh bien, c'est aussi une œuvre pionnière qui a osé mélanger les genres et introduire une philosophie différente à la télévision américaine. David Carradine, malgré les controverses, a créé un personnage iconique. Kane reste un héros fascinant, contemplatif mais efficace, doux mais redoutable. Un modèle alternatif de masculinité qui tranchait avec les héros virils habituels. La série nous rappelle aussi que la télévision peut être un vecteur de changement culturel, même imparfait. Kung Fu a contribué à faire évoluer les mentalités, à ouvrir l'Amérique à d'autres philosophies. Alors oui, on peut critiquer cette série, et d'ailleurs on doit le faire, hein, et c'est une bonne chose de le faire, mais on peut aussi reconnaître l'apport de cette série unique qui, il y a 50 ans maintenant, même plus de 50 ans, proposait déjà une alternative à la violence et prônait la sagesse orientale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, à liker, à commenter, c'est important pour le référencement. N'hésite pas également à me suivre, à t'abonner sur les réseaux. Je suis présent sur Insta, sur YouTube, mais aussi sur d'autres plateformes de streaming. Et comme à mon habitude, je vais terminer par une petite pensée zen qui dit ceci: le silence n'est jamais vide, il est plein de réponses que l'on entend qu'en cessant de se battre contre soi-même. Cette phrase nous rappelle que la force ne vient pas toujours du mouvement, ni du bruit, ni de l'action.
Car dans les arts martiaux, comme dans la vie, il y a un moment où il faut arrêter de se débattre pour écouter. Écouter quoi? Eh bien, écouter sa respiration, son intuition, ses émotions, ses limites, son chemin. Car quand tu cesses de lutter contre toi-même, tu commences à avancer en harmonie avec qui tu es vraiment. Et c'est là que les réponses apparaissent, un peu comme un maître qui n'enseigne pas par la parole, mais par la présence. Et tu vois, cette citation, c'est un clin d'œil à Kane, à sa manière de vivre et au message profond de la série. La paix intérieure est une arme bien plus puissante que n'importe quel coup. C'est tout pour aujourd'hui et n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.